Que seriez-vous amené à faire si vous vous trouviez un jour dans un univers totalement étranger? Il n'y a aucun gratte-ciel, pas de téléphone, même pas une langue que tu puisses comprendre. Uniquement un ciel sans limite, une nature indomptée et le besoin incessant de survie. C'était l'univers de nos ancêtres il y a un siècle millénaire, une période où l'humanité se préparait à franchir ses premières étapes vers la modernité. Mais comment avons-nous réussi à devenir ce que nous sommes actuellement? Visualise un univers où les transformations sont si progressives que des générations complètes naissent et s'éteignent sans jamais découvrir quoi que ce soit de nouveau. C'était la réalité de nos ancêtres il y a un siècle. Le progrès technologique progressait à une telle lenteur que les mêmes instruments en pierre utilisés par nos grands-parents demeuraient opérationnels pour les petits-enfants. À l'opposé de notre ère actuelle, où chaque année paraît apporter une innovation majeure, l'humanité existait dans un cycle incessant de récurrence, mais ne fait pas l'erreur de confondre la lenteur avec la simplicité. Ces sociétés primitives ont dû relever des défis extraordinaires, allant de la chasse d'animaux de grande taille à la recherche de solutions pour se prémunir du froid et des prédateurs. Bien qu'ils n'aient pas encore atteint des progrès comme ceux du langage écrit, ils commençaient déjà à démontrer des signes de créativité qui allaient transformer leur monde à jamais. Dans ce cadre, la culture n'était pas perçue comme un élément matériel, mais plutôt comme quelque chose de profondément fonctionnel. Chaque information transmise avait un objectif précis, la survie. Toutefois, ce partage de savoir a donné le coup d'envoi d'une démarche plus profonde, quelque chose qui finira par nous distinguer de toutes les autres espèces terrestres. Les origines de notre espèce, nos ancêtres, Homo sapiens, existaient déjà sous leur forme anatomique il y a 200 000 ans. Cependant, ce que nous percevions dans le miroir ne traduisait pas toujours fidèlement notre essence intérieure. Malgré notre ressemblance physique avec les humains modernes, notre conduite différait considérablement de ce que nous percevons aujourd'hui comme étant la civilisation. C'était une époque où l'esprit humain ne faisait que commencer à découvrir son potentiel. Pourquoi la progression de l'évolution n'était-elle pas plus rapide? En partie, car les circonstances ne le permettaient pas. L'existence se résumait à se focaliser sur les besoins fondamentaux, alimentation, logement, sécurité. Cependant, même dans ce contexte difficile, certains individus ont commencé à se distinguer. Avec leurs concepts avant-gardistes, ils se sont imposés comme les Einstein de leur temps, des individus ayant créé des instruments simples tels que des aiguilles ou des hameçons, des éléments que nous considérons aujourd'hui comme acquis. Ce progrès graduel mais ininterrompu nous enseigne une leçon cruciale. Chaque avancée, même minime, peut avoir un impact sur la survie. Ces racines évolutives ont non seulement déterminé notre mode de vie, mais également la manière dont nous avons commencé à penser. Le feu, cet élément qui nous paraît aujourd'hui si ordinaire, a constitué l'un des plus précieux dons pour l'humanité. Cependant, nous ne l'avons pas toujours eu à notre disposition. Nos ancêtres ont initialement appris à le redouter, puis à en tirer avantage. La date précise de cette découverte nous échappe, cependant on estime qu'elle a eu lieu il y a environ 100 000 ans. À ce stade, le feu n'était plus simplement un instrument. Il était devenu un symbole de domination et de maîtrise sur la nature. Visualise un petit groupe d'individus qui se sont réunis autour d'un feu de camp. Les flammes ne servaient pas uniquement à les défendre contre les prédateurs, elles apportaient aussi de la chaleur lors des nuits froides et permettaient de cuisiner des aliments qui autrement seraient impossibles à manger. Plus crucial encore, le feu a commencé à les rassembler, encourageant la socialisation et les premiers indices de communauté. Au fil du temps, le feu est devenu un précieux compagnon. Il l'employait pour renforcer les lances, concevoir des instruments plus performants et métamorphoser les paysages. C'était le cœur de l'existence quotidienne, une étincelle à la fois littérale et symbolique qui embrasait l'avancée humaine.
l'impact du feu ne s'est pas limité à l'essentiel. Nos ancêtres ont su l'exploiter pour surmonter des défis qui semblaient impossibles. Par exemple, ils ont découvert que le fait de chauffer certains types de pierres les rendait plus faciles à travailler. Cela a conduit à la création d'instruments plus précis et robustes, facilitant ainsi la chasse et l'édification. Par ailleurs, le feu a modifié le régime alimentaire de l'homme. La cuisine ne rendait pas seulement les aliments plus sûrs à manger, elle libérait aussi des nutriments indispensables, favorisant ainsi une croissance plus rapide de notre corps et de notre cerveau. Ce progrès a engendré un atout évolutif sans pareil, un cerveau de plus grande taille et apte à gérer des concepts complexes. Cependant, l'effet réel du feu était d'ordre culturel. Se réunir autour d'un feu de camp ne représentait pas uniquement une activité utilitaire, mais également un moment chargé d'émotions. On échangeait des récits, des savoirs et sans doute les premières étincelles de rites spirituels. C'était un lieu où les êtres humains ont commencé à établir des liens plus profonds, à créer des communautés qui perdureraient au-delà d'une seule génération. Le feu n'était que le commencement, tandis que les feux éclairaient leur nuit. Nos ancêtres ont commencé à illuminer quelque chose d'encore plus essentiel, leur imagination. Dans la section suivante, nous examinerons comment ces premières lueurs de créativité ont conduit aux premières manifestations artistiques et à une révolution culturelle qui changerait le monde pour toujours. Il y a approximativement un siècle, dans un lieu qui porte aujourd'hui le nom de Blombos Cave, en Afrique du Sud, un phénomène hors du commun a commencé à se manifester. C'est ici que nos aïeux ont consigné les marques de leurs premiers efforts pour comprendre le monde au-delà de la simple existence. Les archéologues ont découvert des objets parmi les instruments en pierre et en os qui transcendent la fonctionnalité, des œuvres d'art et des symboles démontrant une capacité à l'abstraction. On a fait une découverte incroyable dans la grotte de Blombos, des pointes de lance extrêmement élaborées, façonnées en plusieurs phases à l'aide d'une méthode appelée pression. Ce qui est le plus captivant, c'est que quelques-uns de ces outils paraissaient avoir une plus grande valeur esthétique qu'utilitaire. Cette sophistication excessive laisse à penser que nos ancêtres ne cherchaient pas uniquement à survivre. Ils aspiraient à exprimer quelque chose. En outre, parmi les trouvailles, on a découvert des morceaux de roche ornés de motifs géométriques et de lignes rouges, les premières expressions indubitables de l'art humain. Ces marques, réalisées à l'aide d'ocre rouge, pourraient avoir été utilisées dans des rites ou comme symboles pour communiquer des concepts. Cette révélation nous procure un aperçu singulier d'une époque où l'humanité a débuté à sonder la créativité. La caverne abritait aussi plus de 8000 morceaux d'ocre, certains finement pulvérisés et combinés avec des os et du charbon à l'intérieur de coquilles d'abalone. Ces palettes de peinture démontrent que ces individus possédaient une maîtrise approfondie des matériaux et des techniques. Mais au-delà de ça, cela indique que les communautés ont déjà commencé à échanger des idées et des rituels. On remarque également l'usage de perles de coquillage en tant qu'ornement personnel. Ces objets, qui ont sans doute servi de collier ou de bracelet, témoignent du fait que les êtres humains construisaient déjà des identités tant individuelles que collectives. Ces premiers réseaux sociaux ne se confinaient pas à une seule tribu. Quelques-uns des matériaux découverts à Blombos ont été acheminés sur plusieurs centaines de kilomètres, attestant précocement des échanges entre différentes communautés. Dans ces liaisons, nous pouvons observer les premiers mouvements en direction de la coopération mondiale. Les perles, les pigments et les symboles ne servaient pas uniquement à embellir ceux qui les arboraient. Ils véhiculaient également des récits, signalaient des alliés et fortifiaient la solidarité sociale. Tandis que l'art prenait forme, le progrès technologique ne cessait de se poursuivre. On a découvert des harpons en os, vieux d'environ 90 000 ans, dans la rivière Semliki, qui se situe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ces
Harpons, dotés de barbes destinées à capturer de grands poissons tels que les silures, témoignent d'une expertise pointue en matière d'instruments et d'une adaptation aux ressources des eaux. Le feu a aussi été un élément essentiel dans ces innovations. Des outils en pierre ont été exposés à la chaleur avant d'être façonnés, une méthode qui facilitait leur modelage. Cette méthode témoigne de l'ingéniosité humaine et de sa faculté à expérimenter avec les ressources à disposition. Ces progrès ont non seulement accru le taux de survie, mais ont également commencé à changer la façon dont les humains interagissent avec leur environnement. L'efficacité accrue de la chasse, de la pêche et de la cueillette a permis aux communautés de se développer et de prospérer. Il y a approximativement 100 000 ans, divers groupes d'Homo sapiens ont commencé à explorer en dehors de l'Afrique, constituant ainsi l'un des premiers grands déplacements migratoires de notre espèce. L'objectif initial était de se diriger vers le Moyen-Orient, une région regorgeant de ressources, mais également peuplée d'autres espèces humaines telles que les Néandertaliens. Il est probable que cet événement ait constitué un point de repère dans notre histoire évolutive. Même si nous n'avons pas encore totalement élucidé le déroulement de l'interaction, il est clair qu'il y a eu des mélanges génétiques, ce qui indique que ces rencontres n'ont pas systématiquement abouti à la violence. Il semble plutôt qu'il y a eu des périodes de collaboration, peut-être même des échanges culturels. Non seulement ces premiers explorateurs apportèrent des compétences et des instruments, mais ils transportaient également avec eux une soif innée de découverte. L'expansion vers de nouvelles régions a marqué le début d'un processus qui conduira finalement les humains à coloniser presque l'ensemble de la planète. Les Néandertaliens étaient les résidents majeurs du Moyen-Orient. Habituellement représentés comme des sauvages sans raffinement, ils s'avéraient en fait d'une sophistication surprenante. Ils produisaient des instruments, inhumaient leurs défunts et employaient des pigments tels que l'ocre rouge dans des rites symboliques, potentiellement rituels. Une des révélations les plus fascinantes de cette zone est un édifice dans une caverne en France construit à partir de stalagmites, dont l'origine remonte à plus de 100 000 ans. Malgré sa construction par des Néandertaliens, elle témoigne d'une aptitude à planifier et à créer qui pouvait rivaliser avec la nôtre. Homo sapiens et les Néandertaliens, en cohabitant le même territoire, ont laissé une trace indélébile l'un sur l'autre. Encore aujourd'hui, beaucoup d'individus possèdent des traces d'ADN néandertalien, témoignant de cette interaction. L'histoire devient d'autant plus captivante en Asie de l'Est et en Asie du Sud-Est. On trouve ici des espèces humaines telles que Homo floresiensis, aussi appelé le Hobbit, à cause de sa stature minuscule. Ses ancêtres humains résidaient sur l'île de Flores en Indonésie, en compagnie d'éléphants de petite taille et de lézards de grande dimension. Sur l'île de Luçon, aux Philippines, une autre espèce, Homo luzonensis, a vécu en isolement tout en développant des adaptations spécifiques à son environnement. Leur ingéniosité est ce qui lie ces communautés insulaires. En dépit de leurs contraintes corporelles, ils se servaient d'instruments et traquaient des bêtes dans un cadre qui donnerait l'impression d'être tiré d'une histoire de science-fiction. Ces précurseurs insulaires nous rappellent la remarquable diversité des formes humaines qui ont existé. Chaque groupe, doté de son propre contexte et de ses propres défis, a contribué à l'écriture d'un chapitre de notre histoire évolutive. Il y a 100 000 ans, l'alimentation des êtres humains n'était pas seulement une question de préférence, mais un impératif vital. À l'opposé de nos courses au supermarché, se procurer de la nourriture impliquait exploration, chasse et cueillette dans un environnement parsemé d'incertitudes. Cependant, nos ancêtres faisaient preuve d'ingéniosité en s'adaptant à tous les types de milieux. Des sites tels que la grotte de Blombos et la rivière Semliki témoignent d'une alimentation variée, comme le révèlent les vestiges archéologiques. Ils capturaient de grands poissons, tels que les silures, en utilisant des harpons avancés. Ils ramassaient aussi des produits de la mer, traquaient de gros mammifères tels que les antilopes, les buffles, et dans certaines circonstances, même des éléphants.
Par ailleurs, les os de tortues et les restes de petits mammifères découverts dans diverses grottes laissent à penser que ces animaux constituaient un élément essentiel de leur régime alimentaire. Ce qui se démarque, c'est la capacité à innover dans la collecte et la traque. Ils employaient des embuscades, des projectiles en pierre durcis par la chaleur, et dans certaines situations, potentiellement des tactiques collectives pour encercler leurs victimes. Mais tout n'était pas que de la viande. Ils ont aussi cueilli des fruits, des tubercules et des noix, assurant ainsi un équilibre nutritionnel dans leur alimentation. Cette ingéniosité en matière de cuisine, malgré son caractère primitif, a été essentielle pour leur survie et leur essor. L'apparition des rituels d'enterrement est l'un des instants les plus touchants de l'histoire de l'humanité. Même s'ils constituent des avancées modestes vers la spiritualité, ils illustrent une dimension profondément humaine, le lien émotionnel et l'honneur rendu aux défunts. Une tombe vieille d'environ 78 000 ans a été trouvée dans une caverne au Kenya. Les restes d'un enfant de 3 ans, méticuleusement disposés dans une sépulture, laissent présager que ses gardiens éprouvaient plus qu'une simple liaison instinctive. Des indices de coquilles pilées et de vestiges symboliques à proximité du corps témoignent de rites, peut-être les premières tentatives d'appréhender la mort et le sens de l'existence. Cette considération pour les défunts n'était pas réservée uniquement aux Homo sapiens. De même, les Néandertaliens pratiquaient l'enterrement de leurs défunts et ornaient leur corps avec de l'ocre rouge. Cela suggère que même il y a 100 000 ans, de nombreuses espèces humaines entretenaient des liens émotionnels avec leur communauté. C'est ici que l'histoire de l'humanité a débuté sa quête de réponse à des interrogations que nous persistons à formuler aujourd'hui. Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par une diversité d'espèces humaines, Homo sapiens, Néandertaliens, Denisoviens et d'autres groupes encore mystérieux. Ces interactions n'ont pas toujours été cordiales. Cependant, elles ont marqué de façon indélébile notre histoire à la fois génétique et culturelle. Des analyses ADN nous montrent que les Homo sapiens ont non seulement partagé leur époque avec les Néandertaliens et les Denisoviens, mais ont aussi eu des unions interespèces avec eux. Ces hybridations ont engendré des combinaisons génétiques qui sont toujours présentes dans les populations actuelles. Par exemple, il a été observé que de nombreuses personnes d'ascendance asiatique et européenne possèdent entre 1% et 2% d'ADN néandertalien, alors que certaines populations du sud-est de l'Asie peuvent présenter jusqu'à 5% d'ADN denisovien. Cependant, ces interactions ne se restreignaient pas à la dimension génétique. Il est envisageable qu'il y ait aussi eu des échanges culturels. L'emploi de techniques sophistiquées de chasse, l'usage de pigments pour les cérémonies et le partage d'instruments entre les communautés témoignent de ce que nous avons acquis des uns et des autres. Ces premiers échanges ont prouvé qu'il était possible de collaborer, même à une époque très primitive. Le partage de savoir a joué un rôle crucial pour la survie. Par exemple, les Néandertaliens étaient des spécialistes de la chasse aux grands animaux dans les régions froides, alors que les Homo sapiens se distinguaient par leur aptitude à pêcher et à récolter dans les régions chaudes. Lors de leur rencontre, ces aptitudes ont sans doute été échangées, engendrant une synergie profitable à chacun. Un exemple captivant serait l'emploi de l'ocre rouge. Il semblerait que tant les Néandertaliens que les Homo sapiens employaient ce pigment pour orner des objets, probablement dans le cadre de rituels symboliques ou spirituels. Ce parallèle suggère que nos modes de pensée et d'expression étaient déjà interconnectés, même entre différentes espèces. Par ailleurs, le partage de connaissances est également illustré à travers l'utilisation des outils. Dans des régions telles que le Moyen-Orient, les recherches indiquent que les Homo sapiens et les Néandertaliens pourraient avoir modifié les méthodes de production d'outils en pierre en intégrant les techniques optimales de chaque groupe. Ces échanges ont non seulement modelé les espèces concernées, mais ont aussi cultivé les bases d'une coopération qui caractérisera l'humanité. Sur la planète,
L'humanité n'était pas la seule espèce dotée d'intelligence. Des groupes tels que les Néandertaliens, les Denisoviens, les Homo floresiens et d'autres cohabitaient notre planète. Et il semblait même que certains étaient plus adaptés à leur environnement. Qu'est-ce qui a permis aux Homo sapiens de survivre tandis que d'autres espèces ont disparu? La solution se trouve dans une association singulière de facteurs. Initialement, notre aptitude à nous acclimater promptement à de nouveaux milieux a facilité notre migration et l'établissement de communautés dans des zones défavorables. Tandis que les Néandertaliens excellaient dans la chasse en milieu froid, les Homo sapiens ont fait preuve d'une adaptabilité sans pareille. Nous avons su pêcher dans les lacs, ramasser des fruits dans les jungles et traquer de gros mammifères dans les steppes. Deuxièmement, notre aptitude à collaborer à large échelle a été cruciale. Les communautés d'Homo sapiens ont élaboré des systèmes de communication plus sophistiqués, partageant des savoirs, des ressources et des instruments. Notre aptitude à communiquer des informations nous a conféré un atout majeur par rapport à d'autres espèces vivant en communautés plus restreintes et isolées. En définitive, la créativité et la capacité à penser symboliquement ont eu une importance capitale. Les Homo sapiens ont débuté la création et l'élaboration de réalités communes, telles que les mythes, les rites et les systèmes de croyances. Ces constructions symboliques ont non seulement consolidé les liens au sein de la communauté, mais ont également facilité la planification et l'organisation sur le long terme, une caractéristique que d'autres espèces humaines n'ont pas pleinement réussi à mettre en œuvre. Même si nous avons beaucoup découvert sur nos ancêtres, le passé demeure truffé de mystères. Par exemple, nous manquons de certitude quant aux raisons de l'extinction des Denisoviens ou sur la manière dont les Homo sapiens ont d'abord cohabité avec les Néandertaliens. Ces échanges étaient-ils constamment pacifiques ou étaient-ils entachés de conflits? Quelle était l'étendue du partage culturel entre les différentes espèces? Un autre sujet passionnant reste à élucider: l'origine et la raison de l'émergence de la pensée symbolique. Les premières manifestations de l'art, telles que celles observées dans la grotte de Blombos, témoignent de l'exceptionnel pouvoir d'abstraction et d'innovation de nos ancêtres. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette modification? Quelques chercheurs avancent que des mutations génétiques particulières pourraient être en cause, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit de modifications sociales ou environnementales. Ailleurs, nous continuons à découvrir de nouvelles espèces humaines qui ont vécu en même temps que nous. L'Homo luzonensis et l'Homo floresiensis révèlent que la variété des espèces humaines était bien plus étendue que ce que nous avions imaginé. Combien d'espèces encore non identifiées attendent leur découverte dans des zones inexplorées? Le progrès technologique contemporain, tel que l'intelligence artificielle et l'analyse génétique de pointe, est susceptible de dévoiler plus d'informations sur nos origines dans les décennies à venir. Cependant, malgré ces instruments, il est probable que certains mystères du passé demeurent non résolus, nous incitant à persévérer dans nos recherches. En contemplant l'histoire de nos ancêtres, on ne peut éviter de déceler des similitudes avec notre réalité moderne. La faculté de s'adapter, de collaborer et de créer demeure le fondement même de notre humanité. Cependant, l'héritage de nos ancêtres datant de 100 000 ans nous enseigne également que la survie n'est pas assurée. Dans un univers jonché d'obstacles, allant du dérèglement climatique aux troubles sociaux, les enseignements de nos prédécesseurs peuvent nous orienter vers un futur plus solide. Que se serait passé si une étincelle avait été éteinte, si une avancée n'avait pas eu lieu, ou si nos interactions avec d'autres espèces avaient emprunté un chemin différent? Il se pourrait que l'humanité, comme nous la connaissons, n'ait jamais existé. Cette conclusion finale suscite chez le public une interrogation dérangeante. Quel legs laisserons-nous aux générations futures?